Dans une ancienne vidéo, je t'avais déjà emmené au Laos. Eh bien, dans celle-ci, je t'emmène au Japon sans sortir de France. Dans cet épisode, je t'emmène dans le plus grand parc japonais d'Europe. Et on va découvrir son histoire. Rentrons à présent dans ce parc qui fait 29 hectares. Dans ce jardin chargé de symboles qui se transforment comme une horloge des saisons et de la vie. Ce qui surplombe le parc, c'est forcément le château Colbert. Mais pas celui que tu connais. Pas Jean-Baptiste Colbert, mais son frère, Édouard François Colbert. Le jardin japonais occupe une partie de l'ancien domaine du château, construit en 1665 pour la future épouse du jeune frère de Jean-Baptiste Colbert. En 1794, le château est incendié par les colonnes infernales pendant les guerres de Vendée. Il est reconstruit à l'identique et racheté en 1895 par un industriel de Maulévrier, Eugène Bergère. Il va faire appel à Alexandre Marcel pour moderniser le château et ses abords. En 2015, les nouveaux propriétaires de ce château, devenu en 1977 un hôtel-restaurant gastronomique, ont fait restaurer l'actuel potager Colbert, jardin remarquable depuis 2019. C'est Alexandre Marcel qui aménagea ce parc oriental de 1899 à 1913. Au départ, il avait commencé par faire un jardin à la française et un potager. Alexandre Marcel est un architecte parisien. Il fut lauréat de nombreux concours et prix internationaux. Il se passionne, comme le voulait la mode de l'époque, pour l'orientalisme et en particulier le japonisme. En 1899, il termine à Paris, rue de Babylone, une salle des fêtes au décor japonais, destinée au directeur du Bon Marché. Cette même année, il va épouser Madeleine Bergère. Après avoir aménagé pour sa belle famille un jardin à la française, un verger et un potager, sur le bord de la rivière La Moine, il va commencer un jardin qu'il appelle paysage japonais. Lors de l'exposition universelle de Paris en 1900, il est chargé de la réalisation de 3 pavillons, celui du Cambodge, celui de l'Espagne et surtout celui de la compagnie des messageries maritimes, le panorama du tour du monde. Ce panorama se composait de 4 édifices, dont le plus haut était une tour japonaise à toiture multiple. Le pavillon du Cambodge, de style Khmer, se trouvait au Trocadéro. On y avait accès par d'impressionnants escaliers gardés par des lions en pierre. À la fin de l'exposition, Alexandre Marcel rachète certains éléments pour les installer dans le paysage japonais de Maulévrier. Il mourra sur sa table de travail, 2 jours après l'inauguration de son dernier édifice, le 30 juin 1928. Le monument aux morts pour l'escadrille Lafayette. Et ça, on le verra dans une autre vidéo. Ce temple provient d'un élément de pavillon de l'exposition universelle de 1900. Ce temple khmer dénote un petit peu dans ce paysage de jardin japonais. À l'intérieur, une statue de Bouddha y est installée. Il est assis dans la position du lotus, sur les anneaux du Naga. Sur le fronton, les apsaras sourient, ces danseuses et danseurs divins prodiguent aux dieux et heureux élus les joies du paradis. Au coin, les génies du monde souterrain protègent le temple des mauvais esprits. Malgré que le temple possède quelques fissures, ne pourrait-on pas le restaurer ? Et les fissures sont faites exprès, c'est ce qu'on appelle les fausses ruines. Sa femme va rester dans le château jusqu'à son décès en 1945. Après, le parc a été abandonné. Le parc va être transformé en exploitation agricole et forestière et progressivement abandonné jusqu'en 1980. En 1976, la propriété est vendue et scindée en 3 parties. La commune de Maulévrier rachète le parc en 1980. Une association est créée pour assurer la gestion et la sauvegarde du parc. À partir de documents et de photographies retrouvées, de témoignages
elle entreprend sa restauration. Ce sont les premiers bénévoles de l'association qui vont défricher le parc. Cette petite maison servait de salon de thé et de bureau pour les propriétaires du château. Mais le parc possède énormément de symbolisme. La circulation dans le jardin d'est en ouest symbolise la trajectoire du soleil et parallèlement évoque la vie de l'être humain. Au fil des saisons, la végétation rappelle les différentes périodes du cycle de la vie. Le printemps, naissance et jeunesse, floraison. L'été, adulte, la maturité, la vie se transmet par les fruits. L'automne, la vieillesse, la sagesse, marquée par l'accumulation des connaissances, changement des couleurs de feuilles. Et l'hiver, la mort, l'éternité, la période de repos. Et la conception est basée aussi sur quelques grands principes. L'eau. L'eau, c'est l'élément principal de la conception. Elle occupe environ 3/10 de la surface. Une circulation d'eau doit traverser le jardin d'est en ouest. Telle est l'orientation du cours de la rivière La Moine, dans le parc. La pièce d'eau est considérée comme le cœur du jardin. Elle est située au milieu du parc. C'est l'endroit le plus travaillé et le plus sensible. Il y a aussi 2 îles. Elles sont situées sur le lac. Ce sont les îles du paradis, ou les îles des êtres immortels, appelées île de la grue et île de la tortue. Il y a aussi la création de perspectives, permettant une découverte progressive du jardin. Puis, la représentation de paysages naturels ou mythiques, les montagnes, les côtes rocheuses. Et enfin, l'empreinte paysage extérieure au jardin. Certains éléments présents dans le parc sont typiques des jardins japonais et ont un symbole très marqué. La couleur rouge du pont et du torii, situé sur l'île de la Grue, signale l'importance et le caractère sacré de ce lieu. Le nom donné aux îles du paradis, île de la Grue et île de la Tortue, représente le principe du yin et du yang, une harmonie entre 2 êtres opposés. Les éléments khmer, comme le temple, ne sont pas typiquement japonais. Ils renforcent l'exotisme et le symbolisme du jardin. Tu vas retrouver aussi l'embarcadère, qui fut totalement détruit pendant la période d'abandon. L'embarcadère actuel a été réalisé en 1987, à partir des photos prises lors de sa construction en 1910. Au sommet, un phénix domine. Cet oiseau mythique orne souvent les sommets de certains temples dans les jardins japonais, comme celui de Byodo-in à Tokyo. Le pont Khmer, son nom lui vient des sculptures qui l'encadrent. Elle représente le dieu Garuda, tenant dans ses griffes le serpent Naga, aux têtes multiples, une divinité de l'air et de l'eau. Elle protège les passants. Il y a aussi les lanternes, en pierre, en bois, au XIIe siècle. Elles sont présentes autour des temples japonais, puis dans leurs jardins. Introduites dans les jardins particuliers par les maîtres de la cérémonie du thé au XVIe siècle. Elles indiquent les points importants du jardin, symbolisant la lumière de la connaissance. Ou la corne d'or, recouverte de verre doré. C'est une extrémité de toiture d'un temple thaïlandais. Elle représente le serpent Naga, esprit protecteur des eaux. Vue du jardin de la pagode, la corne d'or permet de jouer sur les perspectives et attire le regard. La pièce d'eau semble plus profonde, ce qui suggère l'infini et l'immortalité. En 1987, les professeurs japonais des universités horticoles de Tokyo et de Niigata reconnaissent les 12 hectares du site classé comme étant inspirés de jardins japonais de la période Edo. À partir de cette date, des travaux de restauration importants sont entrepris et se poursuivent encore aujourd'hui. Le parc est reconnu comme le plus grand parc d'inspiration japonaise en Europe et comme un des projets pilotes en Europe pour la qualité de sa restauration et de sa valorisation. Chaque saison est différente. Tu vas retrouver des tons, des couleurs différentes pour chaque saison. Si tu viens au printemps, en été, en automne ou même en hiver.
sachant que le mieux, c'est de mai à juin. Tu vas y retrouver énormément d'espèces différentes dans le parc. Et aussi des bambous. Mais les bambous, il vaut mieux que tu ailles voir la vidéo sur le Laos. J'espère que ça t'a donné envie de venir découvrir ce site. Moi, je repars pour un nouveau lieu. Et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu verras sur ta route. Allez, ciao!